21e feuille. Le premier feu. Quand se termina la danse, la cloche du village pleura. Cela faisait des années qu'ils écoutaient et regardaient cette danse. Tous se souvenaient de l'ancien temps. Ils regardaient le jeune et voyaient le vieux. Sa conscience portait d'ores et déjà le poids du voleur, et sur sa poitrine, les 30 baisers brûlaient. Il ne devait pas attendre autre chose. Le voleur viendrait, désormais, c'était certain. Il fallait se préparer au combat du soleil et de la lune. La nuit se terminait, mais il ne faisait pas encore jour. Tous ensemble, ils devaient soulever le soleil sans attendre la fin de l'éclipse. Pour vivre en liberté, il fallait entrer dans le feu. Dans la nuit de l'occupation, seul le feu pouvait apporter la lumière. Les yeux du petit-fils lançaient déjà des flammes. Tous voyaient cela et allumaient leurs âmes. Les vieux prirent leur décision et l'emmenèrent avec eux dans un endroit que seuls connaissaient. Là, ils lui donnèrent leurs armes et la poudre qu'ils avaient amassée secrètement grâce aux habitants du village. Ceux-ci étaient prêts. La deuxième révolution n'attendait plus l'aide des étrangers. Toute leur force se trouvait là, sur cette terre sèche qui ne connaissait pas l'eau, mais seulement la lumière. S'il le fallait, ils vivraient libres, sinon, comme esclaves, ils mourraient. Quand la nuit tomba, ils donnèrent un destrier rapide comme le vent au petit-fils du voleur pour qu'il alerte les autres villages. Et celui-ci partit allumer la flamme de la patrie dans chaque village résistant. Il avait avec lui les 30 feuilles. Sur elles, il écrirait l'histoire de sa patrie. 22e feuille. L'encre de la pensée. Personne ne voulait défendre la bâtisse empisée. Elle se trouvait dans la plaine et l'horizon était ouvert. Seulement la tête, qui ressemblait à une citadelle, avait pris sa décision. Ses épaules deviendraient rochers et sa poitrine rempart pour sauver la bâtisse. Il regarda ses palicares dans les yeux et son audace cria. Le premier, il mena la danse, et qui désirait le suivre lui donnait la main. À la fin de la danse, 100 palicares s'enfermèrent dans la bâtisse, ouvrirent des meurtrières et attendirent l'ennemi. Celui-ci apparut le jour suivant, et il frappa avec acharnement les siens. Seulement personne ne fléchit. Il semait la mort et les corps s'amoncelaient. Ce ne fut qu'à la nuit que le combat s'arrêta. Il voulait amener des canons pour abattre la bâtisse. Ce fut alors que la citadelle de la pensée ouvrit le chemin et ils gagnèrent la montagne. Un destrier les conduisit sur le sentier caché. C'était la première fois qu'ils regardaient les hommes. Tous avançaient tels des fantômes de l'occupation. Personne ne croyait qu'ils étaient encore vivants, sauf celui qui était déjà mort pour les siens. Son épée brisée avait une poignée étrange. Seulement personne n'y prêtait attention. Seuls les ennemis perdirent leur sang-froid en la voyant, mais ils n'eurent pas le temps de parler. La mort les emporta quand les extrémités de fer déchirèrent le vent. Ils gagnèrent la montagne avec le poids de la vie. Leurs âmes la soulevaient encore une fois. Le combat avait commencé et ils avaient scellé leur destin. Et un seul tenait le sceau secret et l'encre noire de leur histoire. Désormais les siens l'écriraient jusqu'à ce que cesse son encre. 23e feuille. Les pièces du temps. Sur l'échiquier, il n'y avait plus que quelques pièces. Il y avait eu une grande bataille dans ce petit monde. Le disciple regardait l'échiquier, et le maître le disciple. Il devait résoudre un problème simple. Les pièces étaient si peu nombreuses que même l'examen explicite de tous les mouvements était suffisant pour trouver la solution. C'était du moins ce qu'il pensait. Seulement, si cela avait été vraiment le cas, le maître ne le lui aurait pas donné. Tout semblait si simple, et pourtant il ne voyait pas la solution. Il explorait une à une toutes ses idées, et à chaque fois il aboutissait à la même conclusion. Il n'existait pas de solution. Les pièces étaient devant lui, il n'y avait aucun piège secret. Il les regardait, mais il ne les voyait pas. Le maître ne lui parla pas, mais il lui fit un schéma de la main. Le disciple le regarda étrangement.
comme s'il lui disait que la solution n'était pas nécessairement devant lui. Mais alors où se trouvait-elle ? Il n'existait pas de lieu pour se cacher. Seulement le temps existait. La solution était cachée dans le temps. En regardant seulement le présent, le futur lui semblait improbable. Il devait aussi voir le passé pour concevoir le futur. Le disciple pencha un peu la tête pour montrer au maître qu'il avait compris, et la bouche muette sourit. Le voleur viendrait du passé pour leur offrir le futur. Le présent n'était qu'un instant. Il avait déjà commencé son œuvre. Le disciple prit la pièce et fit le mouvement final. La leçon était achevée. Le combat avait commencé dans l'autre monde. Vingt-quatrième feuille. Le secret de la gravure. Il n'avait rien oublié. Il n'avait perdu que sa vie dans cet étrange combat. Il regarda à nouveau avec attention l'ancienne gravure. Il tentait de voir ce qu'il ne voyait pas. Le graveur avait mis tout l'esprit du voleur dans son œuvre. Le moindre détail était un indice caché. Son cerveau se brouilla. Il avait trouvé ce qu'il recherchait. C'était sur les vêtements des conquérants. Il ne pouvait le croire. Sur la manche droite du barbare, il y avait un signe étrange. Il prit rapidement une loupe sur la table de son maître et il le regarda avec toute son attention. À présent, il en était certain. Le maître avait raison jusqu'à un certain point. Ils avaient trahi le voleur. Le signe était le stigmate du traître. Seul le bataillon secret le connaissait. Le traître était l'un des 40. Le maître le savait. Avec le signe, le disciple comprit lequel des 40 avait trahi le voleur. Il était connu de tous. Dans cette bataille légendaire, il avait été le seul à faire preuve de lâcheté. Ensuite, tous les combattants l'évitèrent. Seul le voleur le garda auprès de lui. Le disciple tentait de comprendre la raison de la trahison mortelle en regardant à nouveau la gravure. Comme avec le problème de son maître, il avait désormais toutes les données, et la solution n'était pas nécessairement devant lui. Seulement, il pouvait la trouver avec les traces des souffrances du passé que le graveur avait laissées dans le bois. Avec le temps, il voyait les fantômes revivre. Peu à peu, sa mémoire devenait une œuvre avec toutes ses coulisses. L'œuvre était le tout, et lui n'était rien. Seulement ce rien, ce jour-là, comprit le tout. 25e feuille. Les fantômes libres. Ce village était connu de tous. Sa gloire était passée par-dessus les montagnes enneigées de l'occupation. Là-bas, l'envahisseur n'avait pu imposer sa loi. Les libres, comme on les appelait, n'avaient laissé à personne le droit de les bafouer. Seulement avec les neiges, il en était resté si peu qu'ils avaient décidé de se cacher dans les montagnes. La plupart étaient morts, car personne ne pouvait résister à la force du temps, et les autres avaient désormais vieilli, quand arriva le petit-fils du voleur. C'étaient des anciens, grande était leur réputation, mais ils le reçurent avec crainte. Tous l'avaient reconnu, il n'eut pas besoin de parler. Tous connaissaient son grand-père, c'est là-bas qu'était née sa famille. Ils ne l'avaient jamais vu, mais dès qu'ils le virent, tous considérèrent que c'était l'un des leurs. Il leur parla avec respect, et ils l'écoutèrent attentivement. Ils n'étaient pas d'accord, mais ils attendirent qu'il termine. Il voulait les convaincre de prendre les armes, encore une fois. Il disait combien symbolique serait leur présence au combat. Mais eux, qui s'y connaissaient en symboles, ne répondirent pas. Depuis des années, ils vivaient seuls, car ils avaient résisté de toute leur force à l'envahisseur. Ils avaient sacrifié leur famille pour ce combat. Seulement personne ne les avait aidés quand ils avaient vieilli. On se souvenait de leur réputation, mais on avait oublié les hommes.
Ils étaient désormais devenus les fantômes des montagnes, et plus personne ne les craignait. Pourtant, ils reprirent leurs armes quand le petit-fils leur dit que lui aussi était un fantôme du temps.